Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin Bonheur. Toute l'équipe s'est équipée afin de vous offrir un contenu riche et très varié. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le mardi 13 février 2018, donc Mardi Gras. Bonne fête de Mardi Gras. Marco, vous n'êtes pas déguisé? Non, oui, mais c'est mon déguisement qui est là. Moi-même, j'ai un déguisement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, c'est un plaisir de vous avoir à cette veille donc, du mercredi des cendres et du début du carême chrétien et en même temps à la veille de la Saint-Valentin. Cupidon se promène, il va piquer tous ceux qui sont en couple, raviver la flamme, tout ça. Et puis en même temps, ce sera un moment de pénitence. Mais au programme, donc, on a une émission à gérer jusqu'à 7h30 avec le mardi, vous le savez, on parle de droit. Et le thème aujourd'hui, ce sera la détention préventive. Mais avant, on aura des reportages. La preuve, on ouvre avec du rythme, avec de la cadence. Bienvenue au Carnaval de Rio do Brasil. C'est parti. Sinfonia das marés, saudade, africano rei que não perdeu a fé, era meu irmão, filho da Guiné, negro canta, negro clama, liberdade, sinfonia das marés, saudade, africano rei que não perdeu a fé, era meu irmão, filho da Guiné, oh Formosa, Formosa, divina ilha testemunha dos trilhões. Eu vi a escravidão erguer nações, mas a negritude se combraça, a chama da igualdade não se apaga. Olha a morena na roda e vem samba, na ginga do balelé, moreno no ar. Dessa mistura eu faço carnaval, canta Guiné Equatorial. Criança, levanta a cabeça e vai embora. O mar que trouxe a dor, riqueza, a flora. Tem uma família agora. Quem beija essa flor não chora. Sou negro na raça, o sangue na cor. O guerreiro, o beija-flor. Ó minha deusa soberana, resgata sua alma africana. Sou negro na raça, no sangue na cor. Alô, minha bateria, vai subir, vai subir. Vem com tudo, rapaziada. Quem a batida Waouh, c'est 13 magnifique. écoles de samba qui défilent dans un sambodrome vraiment en ébullition. Et puis, bon, pour la petite histoire, c'est que chaque année, 18 000 préservatifs sont distribués donc, à travers des hélicoptères, à travers des personnes sur le terrain, tout ça. Voilà, c'est juste une information que je donne comme ça. Mais franchement, c'est une magnifique fête. le Nous avons carnaval de Rio. également un carnaval ici, très populaire en Côte d'Ivoire, mais heureusement, La on ne distribue pas de La préservatifs. transition, oui. Oui, le carnaval, c'est comment? Ouais, le carnaval de Benoît, Oui, il y avait le carnaval le de Popo Bois- Carnaval. Oui, il y avait le carnaval de Boaké, tout ça. Voilà, franchement. Ben voilà, on a beaucoup de chance ici. Ouais, on a C'est vrai beaucoup que de vous chance avez ici aussi. bougé au rythme de la samba. Et c'est fait du bien. maintenant Ça fait le moment de bouger. Hein, ben c'est le coach Kadi ou le coach Karl. C'est le Ben, on ne coach. sait pas. C'est On bien sait sûr, il y a pas. la gym. Il y a Mais la il y a gym. la gym. Voilà, on part pour la gym et on revient par la suite. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui on va continuer sur notre série d'exercices. On va encore travailler un peu plus les jambes et les abdos. On va commencer par faire des petits échauffements. On va monter les genoux dans la poitrine. Encore une fois, je le dis et je le répète, les échauffements sont super importants. Excellent, même mouvement, mais on rajoute les bras. Une dernière de chaque jambe. Excellent. Élévation des jambes vers l'avant, bras et jambes opposés. Encore une dernière de chaque jambe.
Et rotation au niveau de la hanche. On ouvre la jambe vers l'extérieur. On la ramène à l'intérieur 5 fois. On revient. Encore. On ramène. 2 autres. Ouvre. On ramène. Une dernière. Et on ramène. Et on change de jambe. Et c'est parti. On ouvre. Et on revient. Encore. Et on ramène. On pense à bien respirer. On revient. 2 autres. Et une dernière. Et on ramène. Excellent. Alors, premier exercice. On va garder les jambes écartées à la largeur des hanches. On va garder le dos droit. On pense à rentrer le ventre, à contracter les abdos. Imaginez que s'il y a quelqu'un qui vient, qui vous pousse, vous ne bougez pas. Jambes devant. Les mains au niveau des hanches. On lève la jambe le plus haut qu'on peut. Vous allez sentir forcer au niveau de la cuisse. Vous allez sentir forcer au niveau des abdos. On ouvre tout doucement sur le côté. Et on revient. Idéalement sans poser la jambe au sol. Et on y va. On lève 2. Et on ouvre et on ramène. On part pour 3. Et on ouvre et on revient. On travaille abdos, cuisses. Et stabilité au niveau de notre cheville, de la jambe qui est au sol. Hop. On ouvre. Une dernière. Expire, on lève. Et on ouvre. Et on change de jambe. Encore, on y va. Expire, on lève. On ouvre et on ramène. Pour vous aider, vous pouvez garder la jambe au sol légèrement fléchie. On ouvre. On revient. Encore, on rentre le ventre, on lève. Abdos, cuisses. Encore une autre. Une dernière. Et on ramène. Parfait. Même chose, mais à l'envers. Alors, je vais me mettre de profil. On va commencer avec la jambe. On pousse la jambe vers l'arrière pour commencer. Et on ouvre sur le côté. Encore, on pousse. Cette fois, c'est arrière de jambe, fesses. On ouvre et on revient. On pousse. Toujours les abdos contractés. On refuse de sentir le bas du dos. Encore une autre fois. On pousse. Et on ouvre. Et une dernière. On pousse. Et on ouvre. Et on change de côté. L'autre jambe, c'est parti. On pousse. Expire. Et en inspirant, on ramène. Encore une fois. Pousse. Et on revient. Encore une autre. On pousse. Et on revient. Allez. Expire. On ramène. Une dernière, expire. Et on revient. Excellent. Alors, encore une fois, je me mets de profil. Prochain exercice, toujours les abdos. On va descendre, on va emmener les mains au sol. Les genoux peuvent être légèrement fléchis. On avance, on va le plus loin qu'on peut. On essaye d'aller chercher très, très, très loin. Et on revient. Sans remonter, on touche aux orteils et on repart. On va chercher le plus loin qu'on peut. Et on revient. Allez, encore 2 autres. Vous êtes capables. On descend, on va chercher le plus loin qu'on peut. On s'étire. Et on revient. Et une petite dernière, on descend. On pousse. Et on revient. Et on remonte tout doucement en faisant un dos rond. Excellent tout le monde. Alors, j'espère que vous avez senti les cuisses, j'espère que vous avez senti les fesses et vos abdos. Nous, on vous souhaite de passer une agréable journée et on se revoit demain. Dieu voulant demain, avec beaucoup de plaisir, coach Kadi, elle est très appréciée par mon monteur, Cissé Ibrahim, donc, qui ne tarit pas de loge, qui aimerait faire une séance avec vous, coach. Donc, il faut accueillir Cissé Ibrahim. Mais elle fait rêver, elle a un magnifique corps, bien ferme. Puis, ça donne vraiment envie de faire du sport. Oui. Ouais. Elle est vraiment, elle est tonique comme Nessie quand elle fait du sport. Parce qu'on a promené une caméra cachée sur Nessie pendant qu'elle faisait du sport quelque part à Cocody. Un jour, les téléspectateurs auront droit à ces images. Ah oui, en exclusivité, ça ce sera pour la fin de la saison. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le Mardi Gras. Oui, le Mardi Gras est la journée festive qui précède bien sûr le
mercredi des Cendres. C'est donc un jour dont la date est fixée approximativement une cinquantaine de jours avant la Pâque, précisément 47. Effectivement, le Mardi Gras ne donne pas lieu à un événement liturgique spécifique, mais consiste plutôt en des réjouissances avant le Carême, qui était une période excessivement contraignante pour la population du Haut Moyen-Âge, privation de fêtes, de danse, de plaisir et de sexe au-delà de la nourriture très frugale. Ainsi, l'expression faire gras signifie manger de la viande par opposition à faire maigre, soit jeûner. Le Mardi Gras donne lieu à des festivités. Le carnaval, le mot carnaval vient du mot latin carne lavare, enlever, ôter la chair, du fait qu'il s'agit d'un jour où le fidèle peut faire bonbons avant de commencer le jeûne qui durera jusqu'à Pâques. Aujourd'hui, quand on parle de Mardi Gras, cela se traduit bien sûr par la distribution de mets sucrés dans les écoles, de déguisement aussi. Effectivement, de déguisement ça fait plaisir à nos enfants, à nos bouts de chou. Mais aux parents? Aux parents également. Ah, qui rivalisent d'ingéniosité. Cette année, il y a quel thème? Cette année, il y a quel thème? Pas forcément, parce que les poches des parents pleurent. Hein. Ah oui, mais quand on aime... Bah ouais, on fait plaisir à son bout de chou. On fait plaisir à ses enfants, on ne compte pas. Ça fait chaud au cœur, comme un peu sur la capitale. Sur la poche. Sur la poche. Et sur la capitale, il y a de la chaleur. Hein. Et pour fuir cette chaleur-là, les Abidjanais, un peu partout, aux alentours de la Côte d'Ivoire, bon, pas aux alentours de la Côte d'Ivoire, aux alentours d'Abidjan, à côté Bassam, Assini, tout le monde a décidé de se réfugier aux abords des plages. Et notre reporter Emma Niamien, lui, il a toujours les bons plans. Hein. Il est partout, il y a des bonnes choses. Il était en Israël et aujourd'hui, il a décidé de faire un tour autour des plages pour nous montrer un peu des images de tous ceux qui ont décidé de se prélasser au bord des plages. On y va. Pendant que l'hiver fait rage dans les pays européens et américains avec des températures descendant jusqu'à moins 30 degrés Celsius, la réalité est toute autre en Côte d'Ivoire. À Abidjan, par exemple, c'est plutôt la chaleur qui a pignon sur rue, avec une température oscillant entre 30 et 35 degrés Celsius chaque jour. Mais cette forte chaleur n'est pas faite pour déplaire à tout le monde. Le pays ayant été généreusement gratifié par Dame Nature, avec une ouverture sur l'océan Atlantique, les Abidjanais ne se font pas prier pour profiter des laits marins. Chaque jour, sur tous les week-ends, les différentes plages sont prises d'assaut. On vient pour prendre de l'air, du bon vent en plus, parce que c'est la mer et puis tout ce qui sort de la mer est bon. Donc, raison pour laquelle nous sommes venus bronzer un peu. Ce samedi, nous nous sommes rendus sur l'une des plages de Port-Boué, précisément à Palm Beach, la seule qui draine encore du monde par ici. À peine la barrière franchie que quelques véhicules sont en vue. Et la musique qui retentit dans les différents maquis de la plage nous annonce clairement l'ambiance qui y règne. Un tour sur la plage, ce n'est pas la grande affluence. On nous informe que les samedis sont moins bruyants que les dimanches. Mais n'empêche, ceux qui y sont prennent du bon temps. Aujourd'hui, samedi, on a décidé de décompresser un peu. Voilà. Là, je suis avec mon frère. Voilà. Mon frère et collègue. On a donné quelques bières. Bon. Tranquillement, sans être ivre. Hein. Voilà. Tranquillement, on va rentrer. Ceux qui savent nager, ils nagent. Voilà. Parce que l'eau ne marche pas trop avec l'alcool. Voilà. Donc, comme moi, il ne sait pas nager, il vient, je suis assis, il commande quelque chose, je bois. Pendant que certains se baignent, d'autres, par contre, s'alimentent. L'alcool aussi coule à flot. De quoi satisfaire les tenanciers de ces espaces. Là-bas, on ne peut pas demander plus que ce qu'on reçoit. Ce qu'on demande en fait. Nous, on demande ce qu'on reçoit. Là, ça nous convient. Dans cette ambiance folle qui règne sur la plage entre alcool et baignade, les sauveteurs, eux, veillent au grain. Nous, on est là pour pouvoir sauver des vies humaines. Ceux qui sont en train de se noyer, on est là pour ça. Donc, il y a les endroits où ils doivent nager, il y a les endroits où ils ne doivent pas nager. Et puis, quand la marée n'est pas bonne, on leur interdit carrément de rentrer. Il nous raconte que des situations malheureuses se sont déjà produites sur cette plage. Un jour, bon, nous, on n'était pas encore arrivés. C'était tôt le matin, comme ça, on n'est pas encore arrivés. Ils sont venus, ils se sont déshabillés. Il paraît-il que ce sont des anniversaires, ils sont venus faire l'anniversaire. Donc, ils attendaient les autres qui allaient arriver. Mais celui même qui devait faire l'anniversaire, même là, c'est lui-même qui était à l'eau. Selon les sauveteurs, depuis le début de cette année, aucune situation malheureuse n'a été enregistrée. Après Port-Boué, cap est mis sur la plage de Grand Bassam. Ici, l'ambiance est tout autre.
Des milliers de personnes sont venues profiter du week-end. Malgré les événements douloureux qui se sont produits ici le 13 mars 2016, les Ivoiriens ne veulent pas se laisser gagner par la peur. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a été frappée, mais le moment ça va avec le renforcement de la sécurité. Ça va. Non, on n'a pas peur. Comme un Ivoirien, on n'a même pas peur. On sait que Dieu est au contrôle, donc on s'amuse très bien, il n'y a pas de souci. Sur la plage, l'ambiance est hystérique. On s'amuse, on se baigne, on joue aussi au water polo. De quoi rendre ce moment agréable et inoubliable. On l'immortalise donc en faisant des photos. Bon, on vient, on s'amuse, on boit, on a de jolies nanas à côté, bon, tout nous amuse. On s'amuse, certes, mais il faut prendre les dispositions pour éviter les situations malheureuses. Et ce jeune homme a bien compris. J'essaie en gilet juste me mettre en sécurité, puisque je ne sais pas bien nager. 17 h. Après une bonne journée de distraction, l'on peut regagner la maison. Venus pour la plupart d'Abidjan, c'est à la queue-leu que les visiteurs regagnent leur véhicule. Pour des questions de sécurité, aucun convoi de véhicules de transport en commun n'est autorisé à franchir le pont menant au quartier France où se trouve la plage. La mairie en a décidé ainsi pour filtrer les entrées. Outre Port-Boué et Grand-Bassam, Assini et Jacquesville connaissent aussi une affluence tous les week-ends du fait de leur ouverture sur la mer. Des lieux très prisés par les Ivoiriens qui y viennent pour oublier un tant soit peu le stress afin de mieux aborder la semaine. Ouais, superbe élément donc de notre très cher collègue Herman Niamien. Donc c'est le globe-trotter hein, de notre émission. Il est tantôt à Bangkok, il revient fraîchement des États-Unis. Il nous proposera encore d'autres reportages. Dans quelques instants, nous allons prendre angle avec notre spécialiste encore techno. Il s'appelle Noël et il vient toujours avec de véritables cadeaux de Noël. Aujourd'hui, il nous parlera de maisons connectées ou si vous préférez, si vous êtes un geek, la domotique. Ce sera dans quelques instants seulement. Le temps pour moi de vous envoyer dans un autre endroit aussi magnifique, un endroit à rêver. Je rêve avec Nessie de passer un jour de vacances là-bas. Visite guidée de la ville de Doha, c'est au Qatar, avec une belle musique en bas. Voici ce que ça donne. Waouh, ça fait rêver. Ah hein. oui, franchement. Abidjan dans 20 ans? Jamais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'est pas encore prêt, soyons réalistes. Mais on aime Abidjan, c'est joli, c'est notre capitaine, mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Et c'est sûr que là-bas, il y a beaucoup de maisons connectées. Hein. Ah oui. N'est-ce pas? Bien sûr. Eux, ils sont en avance. Effectivement, largement, en termes de technologie, quand même, c'est la pointe. Hein. C'est la pointe, Ah oui. d'accord. Donc Noël Kofi est là, avec lui, on parlera technologie. Il n'y a pas de digo? Alors, la
La domotique, mesdames et messieurs, avec notre très cher Noël Kofi. Nous sommes tout oui, parce que quand vous êtes là, on sait qu'on va apprendre un tas de choses et on écoute religieusement. Eh bien, merci infiniment. Alors, nous allons parler des maisons connectées. Alors, le terme technique, ce serait un peu la domotique. Certes, ça a l'air d'être un nouveau mot, mais c'est un mot qui existait déjà depuis les années 70. Donc, absolument, c'est un mot qui s'inspire de deux concepts. En fait, il tire son existence de domus, qui veut dire domicile. Voilà, c'est le préfixe domicile. Et puis, TIC, qui s'inspire donc de tout ce qui est informatique. Donc, c'est l'ensemble des techniques informatiques pour améliorer le quotidien à la maison. Donc, la domotique, comme je dis, ça existait depuis les années 70. Déjà, à cette époque-là, il était possible de créer des automatismes dans sa maison. Donc, en envoyant un SMS ou les smartphones n'étaient pas encore aussi développés qu'aujourd'hui. Donc, en envoyant un smartphone ou en appelant un numéro, il était possible d'ouvrir son portail, de mettre en marche la climatisation, ce genre d'automatisme-là. Et aujourd'hui, donc pratiquement 30 ans plus tard, il est possible d'aller beaucoup plus loin avec la technologie. Donc, c'est ce qu'on va voir avec les maisons connectées. Et donc, le terme en lui-même a évolué. Donc, on n'est plus à la domotique. Aujourd'hui, c'est un terme un peu désuet, mais on parle surtout de la maison connectée, donc la domotique 2.0. Alors, comme on peut le voir, la domotique, c'est tout un système. Donc là, on peut carrément ouvrir sa porte, ouvrir son portail depuis son téléphone. En manipulant son téléphone par Internet, on peut directement ouvrir son portail, ouvrir les volets. Et donc, la maison a un ensemble de scénarios qui est conçu, qui permet donc d'automatiser l'ouverture des fenêtres, l'ouverture des portes, la mise en marche de l'éclairage, et tout cela est rendu automatique. Donc, il y a une application qui est installée dans le smartphone qui permet donc de piloter cet ensemble d'équipements-là. Donc, c'est un système très simple, il est basé autour d'un module. C'est un cerveau, un système, c'est un peu le noyau, et c'est autour de ce noyau-là, ce système, cette box, que va se greffer l'ensemble des équipements qui permettent de communiquer avec ce cerveau-là, cerveau central. Donc, l'application est installée soit sur un smartphone, soit sur une tablette. Et ce système donc permet de communiquer avec l'ensemble des équipements Wi-Fi, par Wi-Fi simplement. Donc, vous pouvez donc mettre en marche les ampoules, comme on le voit depuis l'application. Vous pouvez créer également de nouveaux scénarios. Donc, par exemple, si vous voulez que les lumières d'entrée s'allument en premier, les lumières de la maison, de l'intérieur plus tard, vous pouvez configurer ce système-là et au fur et à mesure que les lumières s'allument, c'est progressif. Si vous voulez, par exemple, que quand vous arrivez net d'une journée vraiment éreintante, lorsque vous touchez la porte, il y a une belle musique reposante qui se met en marche. Exactement. Alors, votre playlist, l'ensemble des musiques que vous appréciez peut démarrer automatiquement. Et cela peut se faire même à votre réveil. Wow. Donc, c'est un système complètement paramétrable. Vous pouvez le configurer à votre guise, vous pouvez le personnaliser autant que faire se peut, et puis il s'adapte précisément à vous. Donc, c'est un système qui est très sécurisé. Il y a une application, il y a un mot de passe, il y a un site spécialisé, un site sécurisé auquel vous vous connectez pour commander tous les équipements de la maison. Donc, comme on le voit, on peut le paramétrer, on peut définir un système particulier, par exemple pour la maison, pour regarder un film à la télé, sur le home cinéma, et automatiquement, il ferme les volets du haut pour que l'endroit ait l'air cinéma. Et donc, la télé se met en marche. Tout est automatisé en appuyant uniquement sur un bouton pour lancer une commande. Donc, c'est entièrement automatique, c'est une installation qui se fait. Et le côté pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de nouvelles saignées dans le mur. On n'a pas besoin d'installer des câbles et tout. Tout se fait entièrement par radio. Donc, les équipements communiquent entre eux par radio. Aucun fil n'est nécessaire. Mais ce n'est pas beaucoup plus dangereux si un pirate arrive à avoir accès à nos données. En principe, c'est des systèmes sécurisés avec des firewalls, des pare-feux, des systèmes sécurisés. En principe. Et en plus, il y a une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine-là qui sécurise également toutes ces données. Donc, en principe, c'est des systèmes inviolables. Mais et si c'est bien d'avoir ce genre de choses dans des pays où on ne coupe pas forcément l'énergie, où il n'y a pas de coupure de courant intempestive, sinon ça tue le rêve. Là. Effectivement, le système est basé sur l'électricité quand même. C'est des moteurs, bien sûr. C'est des moteurs qui sont installés, qui commandent chacun des volets, chacune des fenêtres et tout. Donc, il faut pouvoir un groupe électrogène alors. Effectivement, un système de secours pour prendre le relais en cas de panne d'électricité. Et pour les lits? Pour les lits, il y a de belles innovations par rapport aux lits. Alors, on travaille en ce moment sur des lits qui ont des capteurs intégrés, des capteurs à l'intérieur qui permettent d'analyser le sommeil de l'utilisateur. Wow. Donc, lorsque la personne est endormie, le lit optimise, elle analyse l'ambiance, l'environnement, et elle analyse également le sommeil en fonction des mouvements dans le lit, en fonction de la manière dont elle dort. Et elle sait précisément à quel moment la personne doit se réveiller, parce qu'il est idéal de réveiller quelqu'un au moment où le sommeil n'est pas trop profond. Donc, il y a des niveaux de sommeil, et c'est à ce moment-là ça dépend, par exemple, pour l'équipe de Matin Bonheur. Vous devez être sur pied à partir de 3h30, 4h du matin. On programme le lit en fonction. C'est vrai qu'il y a des paramètres, il y a des contraintes. On programme le lit à 18h, sommeil à 18h, réveil à 3h30, 3h40, et puis voilà, départ de la maison à 4h. Bien sûr, bien sûr. Et le niveau supérieur, donc déjà on a vu la maison connectée, et là on voit maintenant la maison connectée autonome.
Wow. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que tout ce système soit autonome. On n'a plus besoin de définir des scénarios, on n'a plus besoin de faire des paramétrages complexes. C'est ce qu'on voit. Tout à fait. Alors là, ce qu'on voit, c'est un aspirateur entièrement autonome. Il est mis en marche par le cerveau central qui est baptisé concierge. Alors, c'est un système qui autonomise complètement la maison. C'est à la limite la conscience de la maison. Il communique de façon autonome avec l'ensemble des équipements. Là, il analyse l'extérieur et il se rend compte qu'il y a un orage. Il envoie alors un texto à l'utilisateur pour lui signifier qu'il y a un orage. Et donc, est-ce qu'il faut qu'il passe en mode orage? L'utilisateur valide simplement en faisant oui. À partir de ce moment-là, il désactive l'électricité dans la maison, il ferme les volets. Voilà, comme ça se fait avec un interrupteur, une prise connectée intelligente. Il ferme les volets et il passe donc en mode orage. Donc, quelle que soit l'intensité de l'orage, il n'y a aucun risque que la maison, il y ait des courts-circuits et tout. Lorsque l'orage passe, de retour donc au bon temps, il envoie également une notification et il passe en mode bon temps. Il ouvre les volets pour que la lumière du jour entre et il adapte tout ce qui est électricité à l'intérieur. À votre retour, il analyse votre arrivée et automatiquement, vous le mettez en marche en appuyant le bouton. Il sait donc que vous êtes entré, il met la température au niveau que vous souhaitez, il met en route l'éclairage et tous vos réglages de la maison sont entièrement autonomes. Alors, il n'y a aucune intervention humaine. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de réglage à faire. Il est entièrement autonome et il apprend, il est intelligent. En fonction de vos habitudes, il développe des réflexes. Donc, c'est le système. Donc, s'il y en a un intrus dans la maison, c'est facile de le... C'est facile parce qu'il y a un système, absolument. Il y a un système de capteur de mouvement, il y a un système d'alarme et il gère tous ces systèmes-là à la fois. Donc, il analyse et automatiquement, lorsqu'il y a un intrus, il ferme les volets, donc il condamne la maison carrément et il vous envoie une notification. Il peut également envoyer une notification à l'agence de sécurité, à la police pour une intervention. C'est vraiment la maison du futur. Hein. C'est tout à fait la maison du futur. Et c'est des systèmes qui existent. Donc, ça existe, c'est commercialisé, c'est une offre grand public et c'est disponible sur le marché. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a des maisons comme ça? En Côte d'Ivoire, vu que c'est un tout, en principe, l'installation n'est pas impossible, mais la commercialisation n'est pas encore disponible ici. En ce moment, c'est un peu la phase de lancement. Et là, qu'est-ce qu'on a comme ça là? Et là, c'est carrément la maison du futur. La maison du futur. Carrément, c'est carrément la maison du futur. Combien d'années comme ça? Je pense que c'est assez proche parce qu'il y a des technologies qui sont déjà développées et qui existent. Par exemple, là, on a un écran tactile relativement plat, donc le design est très fin. Il affiche vos informations du matin. Vous le paramétrez bien entendu. Au réveil, c'est un miroir connecté, un miroir assez futuriste qui est connecté également à vos mails. Il vous envoie vos notifications urgentes et vous pouvez y répondre le matin avant même de vous être brossé. Oh non, mais quand même, là, on n'a plus de vie, là. Quand même, le matin, il faut profiter. J'imagine un mail de ma réalisatrice à 3h30 quand je me réveille, je réponds. Dans le miroir? Dans le miroir, là, ça sera pratique. Pour les émissions de 2150. En 2150, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes encore là. Jamais. Alors, c'est la maison tout entière, hein, avec la cuisine également, avec une plaque chauffante, avec réglage automatique. C'est carrément le futur. Donc, la plaque chauffante peut également afficher du contenu. Elle a un écran intégré. C'est vraiment tout ce qui est à la maison qui passe en mode connecté 2.0. Donc, c'est des concepts sur lesquels il travaille. Là, c'est sur le frigo qu'on affiche du contenu. Donc, il a un lecteur multimédia intégré. Il faut dire que cet équipement existe déjà. Hein. Il y a des frigos qui existent déjà avec un écran dessus qui permettent de commander, passer des commandes de yaourt, de lait qui sont arrivées je dis qu'il y a plus de frigo. Il y a un système de caméra également. On n'a pas besoin d'ouvrir la porte. On voit le contenu directement sur l'écran d'affichage. Donc, c'est des technologies qui existent déjà, des produits commercialisés. Mais là, c'est vrai que c'est le niveau un peu plus en avance. Donc là, partage d'informations via la technologie qui s'appelle NFC, Near Field Communication, communication en champ proche en français. Donc, et ça, c'est sur la table de la cuisine. Donc, ça devient carrément un outil de communication. Vous partagez votre vidéo. Et ces technologies-là sont en cours de développement. Donc, ça va venir, je pense, dans un avenir très proche. Quand même. Ou ici, en Afrique ou bien sûr, je pense qu'à partir du moment où c'est disponible quand même à l'étranger, je pense que ça ne va pas tarder à venir ici. Ça commence par l'Afrique du Sud, après l'Afrique du Nord. On va se battre comme d'habitude pour avoir ça. C'est magnifique, hein, tout ça. Vraiment, on imagine ce que sera le futur. Hein. J'imagine une maison dans 300 ans. Bien sûr. Mais ce sera à 100% connecté. Tout à fait. Et la vie dans tout ça? Mais je pense qu'on va développer, on aura, je pense, un peu plus de temps pour nous-mêmes, pour vaquer à nos occupations, pour mener à bien nos passions. Et je pense que ce genre de tâches ménagères-là pourra être développé, pourra être déployé, pourra être dédié aux automatismes, aux robots, à tout ce qui est automatique. Et je pense qu'on aura donc plus de temps. Maintenant, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là. On va passer le temps en famille. Pendant que les robots sont en train de faire à manger, le ménage et tout ça, donc papa, maman, les enfants profitent au bord des plages. Tout à fait. Donc partager beaucoup plus de temps. Même les plages seront connectées. Pour voir un peu le sable, la qualité du sable fin, l'eau, la marée haute, la marée basse en même temps. Ce serait bien. Ce serait bien, on est vraiment dans le big data là, avec tout connecté, l'information, le partage d'informations. Je pense qu'à partir du moment où on a un écran dans la main,
tout est possible, je pense. Donc le smartphone peut afficher tout le contenu. À partir du moment où on a des informations, on a des données, il suffit juste de l'analyser et puis de partager ces informations-là avec des personnes qui, je pense, vont en faire un bon usage. 2 minutes, Noël, pour faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Alors, on a vu donc la maison connectée. Je pense que le terme pour résumer cela, c'est la domotique, pour dire tous les équipements de la maison qui communiquent entre eux. Alors, la maison connectée, on est d'abord passé à la maison connectée toute simple qu'on peut commander avec son smartphone, depuis son smartphone, qui permet donc de régler les volets, régler la lumière, régler l'éclairage, fermer la porte depuis son téléphone. Ensuite, on est passé à la maison connectée 2.0, la maison carrément autonome qui, à votre départ, ferme la maison automatiquement avec une serrure connectée, une serrure automatique. Donc, le système analyse vos habitudes et développe donc des réflexes. Et c'est entièrement autonome, vous n'avez pas besoin d'intervention. Il peut même appeler un taxi quand vous en avez besoin. Et il y a tout un tas de services qui sont liés à cela. Et enfin, la maison du futur, où alors des technologies carrément innovantes sont intégrées. Et c'est vraiment la maison d'après-demain, on va dire. Très intéressant. On attend la pendaison de la crémaillère de cette maison du futur avec Noël. On espère qu'on sera là. Cela viendra. Merci. La suite, Nessie, qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors maintenant, Maïsako, elle est là, elle va s'installer, elle est prête pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras. C'est sûr que les enfants, elle a raccompagné les enfants à l'école, ils sont déguisés, elle nous dira... Elle fait le programme de Maï à sa place, mais carrément. Le programme de Maï. Mais avant, on va savoir s'il fait chaud ou s'il pleut. Bah, c'est la météo. Sous le parrainage de son Excellence Amadougon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, chef du gouvernement, sous la présidence de M. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, en présence de M. Albert François Amichia, ministre des Sports et des Loisirs, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, en partenariat avec l'UNESCO, le Comité international de la Journée mondiale de la radio, l'Union africaine de radiodiffusion, organise la Journée mondiale de la radio, le mardi 13 février 2018 à la Fondation Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Thème radio et sport. Après Shanghai en 2017, célébrons en Côte d'Ivoire la 7e édition de la Journée mondiale de la radio. Mesdames et messieurs, bonjour. La région sud pourrait observer ce matin de faibles pluies localisées, notamment sur le littoral, et le soleil pourrait s'imposer progressivement. Du nord à la bande centrale, le temps sera dominé par des vents secs avec plus d'intensité dans la partie nord. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan comme à Diaké. La ville de Bandoukou marquera 25 degrés, il fera 26 degrés à Boaké, 25 degrés sur la ville de Daloa. Dimbokro 26 degrés, Gagnoa 26 degrés également. Korogo marquera 24 degrés, le mercure affichera 23 dans les villes de Mont et Odiéné. San Pedro 26 degrés, Sassandra 26 degrés et il fera 25 degrés à Tabou comme à Yamoussoukro. L'après-midi, le temps sera ensoleillé. Cependant, au milieu ou en fin de période, on devra s'attendre à des averses de pluie, parfois accompagnées d'orages, notamment sur les régions côtières. Au nord et dans la bande centrale, l'air sera sec et chaud. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 33 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 36 degrés à Bandoukou comme à Boaké, 35 degrés sur la ville de Daloa, Dimbokro, 36 degrés, Gagnoa, 35 degrés. Il fera 36 degrés à Korogo, Mans, 34 degrés. Le mercure affichera 37 sur la ville d'Odiéné. À San Pedro, il fera 32 degrés, 33 degrés sur la ville de Mont, Tabou, 32 degrés et Yamoussoukro, 36 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous.
everywhere you go. Bonjour à tous, il est 6h30, merci de suivre cette édition. Le dernier sommet de l'Union africaine s'est tenu en fin janvier à Addis Abeba. Ces assises ont permis à l'institution panafricaine d'arrêter des décisions majeures en faveur de l'intégration. Il s'agit notamment du lancement du marché unique du transport aérien africain, une réforme qui vise à libéraliser les services de transport aérien sur le continent. Avec notre envoyé spécial à Addis Abeba, Awa Touré, retour sur les résolutions fortes de ce sommet. Il y a aujourd'hui une rupture qui s'opère par rapport au passé. Il y a comme un vent de changement qui souffle sur l'Union africaine. Aujourd'hui, nos dirigeants ont compris que la rhétorique ne suffit pas et qu'il faut préempter les vrais problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. Ces paroles nourries d'optimisme. Ali Koulibaly, ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, les tient au sortir du 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Pour lui, ce sommet symbolise le nouvel envol qu'entend prendre l'Union africaine dans la résolution des défis majeurs du continent. Et cet envol sera bien visible dans le ciel africain avec le lancement par les chefs d'État d'un projet majeur, le marché unique du transport aérien africain. 30 ans que ce projet, né à Yamoussoukro, attendait ce jour. Il instaure le cadre de la libéralisation complète des services de transport aérien à l'intérieur du continent. Il n'y aura plus maintenant de limitation de fréquence de vol ni de limitation des passagers. Parce qu'à l'époque, vous avez des pays qui disaient que ok, vous pouvez venir chez nous, vous pouvez payer 1 ou 2 fois seulement, ou bien vous pouvez prendre que 100 ou 50 passagers, c'est tout ce qu'on vous accordait. Or, aujourd'hui, avec la mise en place de ce marché, il n'y aura plus ça. Il est permis maintenant d'instaurer la 5e liberté qui permet à une compagnie aérienne qui quitte le pays A, vient dans le pays B, peut prendre des passagers dans le pays B, peut partir dans le pays C, les débarquer et embarquer aussi de là. Donc ça veut dire une libération totale. Donc c'est la concurrence qui va se mettre maintenant, c'est-à-dire qu'il y a plus de compagnies aériennes, donc ce qui veut dire qu'il y a une concurrence sur les prix des billets d'avion. 23 pays, dont la Côte d'Ivoire, sur les 55 que compte l'Afrique, ont déjà adopté le marché unique du transport aérien. Tous les États signataires ont obligation de développer leurs infrastructures aéroportières afin d'améliorer la sécurité et la sûreté. Autre avancée enregistrée lors de ce 30e sommet, la question de la réforme de l'Union africaine. Là encore, la Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Alassane Ouattara, soutient l'idée que l'institution doit être financée par les Africains. Ce fut un très bon sommet, un sommet qui a permis de dire des choses importantes au niveau de la conception de l'exercice du pouvoir en Afrique et de tout faire pour que l'Union africaine puisse se prendre en charge. Je trouve que le point essentiel du sommet a été la question du financement de l'Union africaine. Et à ce titre, nous avons décidé que 0,2% des importations éligibles seraient reversées à l'Union africaine, ce qui permettra à l'Union africaine de pouvoir financer totalement son budget de fonctionnement et de faire une contribution également au budget de maintien de la paix. L'Union africaine étudie également la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Ce symbole d'intégration devrait rassembler les 55 pays membres de l'Union africaine au sein d'un marché unique continental comptant plus d'1 milliard de personnes et représentant un PIB supérieur à 3 400 milliards de dollars. S'il est conclu et mis en œuvre avec succès, il deviendrait la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de nombre de participants.
La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a réceptionné hier à son cabinet un autobus pour sa fondation Children of Africa. C'est un don d'un village britannique à l'initiative de Eunice Cocrasset, une Ivoirienne vivant en Grande-Bretagne. Jérôme Kofi Abolin. Un autobus, il vient tout droit de la Grande-Bretagne pour la fondation Children of Africa. La cérémonie de remise du véhicule s'est déroulée ce lundi au cabinet de la présidente de cette fondation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Selon la ministre d'État britannique pour l'Afrique, ce don est important pour la cause des enfants sans cesse défendue par l'épouse du président Alassane Ouattara. Nous espérons que beaucoup d'enfants découvriront le plaisir de la lecture après une visite à cet autobus. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en saluant ce geste, a promis de faire de ce bus un autre bibliobus à la grande joie des enfants. Nous avons 8 bibliobus et le don de ce magnifique bibliobus fera que nous aurons 9 bibliobus qui parcourront la Côte d'Ivoire. Donc c'est vous dire combien je suis touchée. Ces bibliobus sont donc des bus aménagés avec des livres pour enfants, avec des films qui sont visionnés quand les enfants viennent voir. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup de succès dans les villes et les villages, à tel point que beaucoup de villes nous le demandent. Ce bus est un don d'un village britannique du nom de Smallburg. L'initiative vient d'une jeune Ivoirienne en Grande-Bretagne appelée Eunice Cocrasset. Il s'agit pour elle de solliciter le soutien de ce village britannique aux actions de bienfaisance de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Parlons médias. La presse écrite aujourd'hui, ce sont 20 quotidiens, 25 hebdomadaires, 10 mensuels et autres périodiques avec 700 journalistes accrédités. Depuis 2011, les ventes ne cessent de chuter avec 70% d'invendus en 2017. Une situation qui amène les acteurs de ce secteur à se pencher sur la question. C'est une initiative du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Ami Sissoko. La presse écrite est marché en pleine crise. L'appui des 1,4 milliards de francs CFA du gouvernement apporté à la presse écrite et aux médias en 2017 n'a pas permis à la presse écrite de se relever. Ce sont environ 70% d'invendus qui sont enregistrés en 2017. Elle a perdu 52% de sa valeur. Pour remédier à cette situation, les acteurs du secteur sont réunis pour faire l'état des lieux. Nous avons une entreprise qui fait la distribution qui est aujourd'hui en faillite. C'est bien de dire oui qu'il faut vendre, il faut certainement que l'offre éditoriale soit bonne, mais au niveau de la distribution, là où le journal doit être booké, les Ivoiriens décident ou le lecteur décide de l'acheter ou pas, mais il faut qu'il soit là-bas. Les journalistes n'ont pas changé. Ce sont les mêmes qui écrivent depuis 10, 15, 20 ans. Mais pourquoi hier ils vendaient et aujourd'hui ils ne vendent pas? Nous savons également que les défis du numérique, un peu partout, lorsqu'il y a eu ces problèmes dans les différents pays, les gens ont essayé de revoir dans quelle mesure on peut se réadapter. Toute une journée pour réfléchir au choix de l'imprimeur, à l'amélioration des contenus des parutions et du système de distribution. Pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, cette rencontre est le lieu pour chaque acteur de relever les dysfonctionnements constatés en vue d'un soutien efficace à la presse écrite. Le lecteur qui est un client achète une marchandise. Et il faut que la valeur de la marchandise corresponde un tant soit peu au décaissement qu'il fait. Quand il paye 300 francs, il s'attend à recevoir en contrepartie quelque chose qui vaut dans sa tête les 300 francs qu'il a dépensés. En 2011, le marché de la vente des journaux représentait 6,5 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il ne pèse plus que 3 milliards. Après la presse écrite, le ministre Bruno Nabagné-Koné va rencontrer les acteurs des radios de proximité pour se pencher sur les problèmes de ce secteur. Dans l'actualité judiciaire, l'Agence japonaise de coopération internationale organise sur 2 semaines la 5e édition du séminaire sur la justice criminelle pour les pays d'Afrique francophone. Cette rencontre vise à renforcer les capacités des professionnels de la justice et des officiers de police judiciaire ici de 8 pays d'Afrique francophone. Elle bénéficie de l'appui des ambassades du Japon et de la France. Abou Sanogo. La coopération japonaise renforce les capacités du système judiciaire.
Une formation sur la justice criminelle et le traitement des délinquants pour les pays d'Afrique francophone. Elle réunit des magistrats, des juges, des procureurs, des juges d'instruction, des juges d'application des peines et des officiers de police judiciaire de 8 pays de la sous-région. Il s'agit pour l'Agence japonaise de coopération internationale de renforcer les capacités des professionnels de la justice pour l'amélioration de leurs compétences dans le domaine des enquêtes, des poursuites pénales et de la prévention du crime. Le présent séminaire sur la justice criminelle constitue ainsi l'une des concrétisations de la politique d'aide publique au développement du gouvernement du Japon à l'égard de l'Afrique, qui confrontée à l'émergence des phénomènes menaçant la sécurité régionale. Ce séminaire bénéficie de l'appui des ambassades du Japon et de France. Le renforcement des capacités du système judiciaire afin d'assurer un cadre juridique stable est indispensable à la promotion des investissements du secteur privé, qui est la clé de développement économique. Avec nos amis japonais, nous partageons ce défi, cette ambition commune, de toujours plus renforcer les acteurs de la chaîne pénale ivoirienne, de leur donner les moyens d'action, tout domaine confondu, pour qu'ils puissent remplir leur mission. Le gouvernement ivoirien salue cet exemple de coopération dans le domaine de la formation. Notre objectif commun de relever ce défi sécuritaire dans notre région sera atteint du fait de la qualité des échanges qui auront lieu au cours de ce séminaire, ainsi que des recommandations pertinentes qui seront issues de vos réflexions. Ces recommandations seront d'un grand apport pour nos États dans la conception et la mise en œuvre des politiques de lutte contre les menaces auxquelles nous faisons face. Pendant 2 semaines, les magistrats et les officiers de police judiciaire vont mener la discussion sur le thème, à savoir la prévention du crime et le traitement des délinquants. Hors de nos frontières, au moins 2 jeunes hommes ont été tués dans des heurts hier entre manifestants et forces de l'ordre en Guinée, alors que la contestation des élections locales du 4 février se poursuit et que les enseignants sont à nouveau en grève. Des casques bleus sud-africains déployés en République démocratique du Congo sont accusés d'avoir abattu un adolescent de 17 ans et d'avoir exploité sexuellement des femmes. Une enquête conjointe de l'ONU et de l'Afrique du Sud va être menée sur ces faits qui se seraient déroulés dans les provinces du Kasai et du Nord Kivu. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Maïsako. Merci. Beaucoup de plaisir demain, toujours pour l'information. Matin Bonheur va se poursuivre, mesdames et messieurs. Je rappelle que nous sommes avec vous depuis 5h55 en UTC, en direct donc d'Abidjan, dans nos studios d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est la thématique famille qui s'articule autour de ce rendez-vous. Nous allons avoir dans quelques minutes maintenant la discussion avec notre maître Diallo pour parler donc de détention préventive. Mais avant, vous savez qu'aujourd'hui c'est Mardi Gras et on n'a pas oublié donc de rester dans la veine de Mardi Gras. On a donné un peu les informations concernant le Mardi Gras. Nessie, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Je rappelle que le Mardi Gras, c'est la journée festive qui précède le mercredi des cendres. Donc demain, c'est donc un jour dont la date est fixée 47 jours avant la Pâque. Donc le Mardi Gras ne donne pas lieu à un événement liturgique. Et on constate ici, en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde, c'est un moment festif où les enfants arborent des tenues en fonction de la thématique choisie par les différents responsables de leur établissement scolaire. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Coutouan-Hortense. Bonjour Madame. Madame Coutouan-Hortense, bonjour Madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, très bien. Les enfants sont contents? Ils sont contents, ils sont prêts. Oui, nous avons Madame Marie-Inès Boto, donc, qui est styliste. Madame Marie-Inès Kouakou. Et voilà, merci beaucoup à Olibélé sur le conducteur, c'est pas grave. Ce qui est sûr, nous avons 2 personnes très heureuses pour nous parler aujourd'hui de Mardi Gras. Vous avez réussi l'exploit de réveiller nos enfants. Et on peut commencer tout simplement en regardant ces enfants magnifiques là, tout simplement. Regardez, venez mesdames et messieurs, venez. C'est notre petit carnaval à nous, à Matin Bonheur. Anassé, laissez-les venir s'il vous plaît. Venez les enfants, venez. Venez à nous les petits enfants. Voilà, mettez-vous devant là. Laissez-les venir à nous. Voilà. Vous êtes magnifiques. Oh là 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 là. Arrêtez-vous là. Regardez les caméras là-bas. Vous voyez comment vous êtes beaux. Voilà.
Elle se cache. Joseph. Voilà. D'accord, elles sont magnifiques. Hein. Enfin, ils sont magnifiques parce qu'il y a un garçon. Regardez un peu les tenues. C'est ça l'esprit de Mardi Gras. À la sauce africaine, on va dire ça comme ça. Qui commence, hein? Allez-y. Nous, déjà, on va dire merci au Seigneur de nous avoir permis d'être là. C'était pas évident. Et voilà, on est là. C'est ça, la sauce africaine, comme vous l'avez dit. On a voulu représenter nos cultures. Et voilà. Effectivement, comment vous décidez du thème? Bon, c'est pas nous qui décidons, c'est les écoles qui décident. D'accord. Et nous, on nous fait signe après pour trouver une solution. D'accord. Et comment? Vous êtes styliste? Oui. Donc les écoles décident, ils viennent vous voir et vous leur proposez des choses. Ouais. Et vous êtes éducatrice? Éducatrice L'esprit préscolaire. Mardi Gras dans les écoles, c'est comment? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment une institution dans nos écoles en Côte d'Ivoire? Oui, maintenant c'est devenu une institution dans les écoles. Avant c'était le privé, et maintenant toutes les écoles publiques sont partants pour le Mardi Gras. Bon, on fait selon les thèmes, selon les pays, selon l'accoutrement des enfants aussi. Et comment vous choisissez? Parce que dans certaines écoles, on demande aux enfants de s'habiller dans des tenues de leur métier d'avenir. J'ai mon petit neveu qui s'est déguisé en pilote. Oui. Et aujourd'hui, ces enfants-là sont en tenue traditionnelle. En fait, comme elle le dit, ce sont les thèmes. Par exemple, cette année, on peut décider que tout le monde soit en tenue de travail. Donc, d'autres vont prendre les tenues de militaires, pilotes, de et magistrats pour faire. Et d'autres aussi. Il y en a même que des tenues de cardinal. Hein. Oui, il y a même des religieuses. Tout. Et puis, bon, on décide aussi, cette année, nous, on a décidé d'être en Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, on allait à Bron, à Gyoukrou, un peu partout. On a ils sont tellement magnifiques, les enfants. Voilà. On les a réveillés comme ça. Venez les enfants, venez. Chacune va venir s'asseoir ici pour se présenter. Venez. On va essayer de voir avec mon micro. Non, vous restez. On va commencer par elle. Ça va, tu t'appelles comment? Je m'appelle Nora. Tu t'appelles Nora? Ah oui, en plus, elle a le même nom que ma fille. Nora. Ah d'accord, ça va Nora? Je vais choisir une autre. Ça va bien? Ok. Tu es contente? Alors, Mardi Gras, qu'est-ce que tu penses de Mardi Gras et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je vais bien défiler. Tu vas bien défiler? Tu veux t'asseoir sur mon siège? Hein? Tu veux pas être animatrice télé? Ce sera bien pour les images demain. Attends, on va t'aider, tu vas t'asseoir. Allez. Nora va s'asseoir. Nora peut s'asseoir? Bien chérie. Voilà, Nora monte. Waouh, ils sont vraiment à l'honneur. Ah, oui. Nora vient avec moi. On va faire plus simple pour la réalisatrice. Voilà, ça va bien Nora? Oui. Tu es en quelle classe? Au CE1? Dans quelle école? Les Amis de Saint-Joseph. Ah d'accord. Et tu es content de Mardi Gras? Allez, montre-moi comment tu es belle là, les défilés, s'il te plaît. Va là-bas et tu reviens ici. On va voir. Alors, c'est quelle tenue que Nora a apportée comme ça? On peut la décrire un peu? Oui, Nora, elle est au pays d'Ida. D'accord. Voilà, ça c'est la femme d'Ida. Qui revient du champ, on peut dire, parce que le panier est derrière avec la banane. Et voilà. Elle est magnifique. On applaudit pour Nora. Elle est magnifique. Nora est toute belle. Et toi, ma chérie, comment tu t'appelles? Kezia. Kezia? Oui. Tu es en quelle classe? Ça sent la maternelle. Hein? Ouais, c'est la maternelle. La grande section? Grande section. Je vous présente Nessindri en miniature. Hein? Nessindri en miniature. Et Marcelin, que vous voyez du futur. Comment tu t'appelles? Joseph. Joseph. Comment ça va, Jo? Ça va bien? Tu es en quelle classe? Grande section B. Grande section B. Joseph, regarde, regarde, je sais pas, regarde une caméra et présente-toi. Je m'appelle Joseph, je suis en grande section B, je suis dans telle école. Allez, vas-y, on t'écoute. Je m'appelle Joseph. On applaudit pour Joseph aussi. Et Joseph, il a le même prénom que le père adoptif de Jésus. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'on l'appelait Joseph. Joseph. Et Joseph, donc, à l'instar de tous les chrétiens, demain, ce sera donc bien sûr le début du carême. C'est peut-être aussi, ça nous apprête, ça nous prépare aussi au carême. Oui, c'est la réjouissance avant le carême, avant le temps de la vache maigre, on peut dire. Et est-ce que, au fur et à mesure, on est toujours dans la spirale de Mardi Gras, ou bien il y a certains qui sont réticents, qui se disent non, c'est pas dans nos cultures, on ne fait pas ça? Bon, il y a des gens qui sont un peu quand même réticents. Donc nous, on a décidé maintenant de ne plus parler de Mardi Gras, mais de parler de la semaine culturelle.
Super. Voilà, une semaine culturelle. On commence le mardi et on termine le mardi d'après, c'est-à-dire le mardi 13. Et c'est ce que nous avions fait cette année. Parce qu'il y a des parents qui voient plutôt le côté chrétien derrière. Oh bon, vraiment, c'est un événement, une réjouissance culturelle pour les enfants. Ah, voilà. Donc, bon, on a changé. Maintenant, non pas de semaine culturelle au lieu de mardi gras. Ah, d'accord. Alors, décidément, qu'est-ce qu'il faut retenir alors de Mardi Gras? Vous, en tant que styliste, c'est une période vraiment d'inspiration où vous devez mettre en exergue vos principales inspirations pour que les enfants soient magnifiques. Hein? C'est pas évident. C'est vrai, c'est ça. En tant que styliste, c'est ce qu'on doit faire. Mais nous, en tant que styliste, j'ai décidé de rester dans mon pays, représenter la région de mon pays. C'est ce que vous voyez là. Et si vous le permettez, je voudrais saluer une dame avec laquelle j'ai dormi hier parce qu'elle voulait habiller toute son école pour Mardi Gras. Vous avez dormi ou veillé? On a veillé jusqu'à 23h par là, Madame Armand. Et vraiment, c'était pas facile. Il ne faut pas qu'elle se fâche, hein, c'est Mardi Gras. On était ici. Vous êtes en direct, les enfants, et vos parents vont enregistrer ces images-là dans 10 ans, 15 ans. Vous allez voir un peu comment c'est important d'avoir fait la télé, avec Nessie, tout ça, oui, avec toute l'équipe. Ici, c'est la télévision, c'est ici on fait toutes les émissions, les enfants. Vous avez une sacrée chance, hein. Nous aussi, surtout. On a une sacrée chance d'avoir ce sourire des enfants là tôt le matin. On va demander au chef de plateau d'accompagner les enfants afin qu'on puisse poursuivre la conversation. Alors, Mardi Gras dans d'autres pays, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a toute cette ferveur là dans d'autres pays en Afrique? Est-ce que c'est subséquent seulement à la Côte d'Ivoire? Enfin, moi, j'ai fait un peu le Mali. Mais c'est plus en Côte d'Ivoire maintenant que c'est beaucoup plus développé. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire maintenant, on met plus l'accent sur le côté culturel. Bon, avant, on s'habillait, on se déguisait. C'est plus démocratisé, quoi. Voilà. Et puis bon, on a vu que ça permet aux enfants de se socialiser, de s'intégrer, de chercher à connaître l'autre. Et bon, ça a pris de l'ampleur. Est-ce que vous, à votre époque, vous avez connu Mardi Gras? Non. Dans votre enfance? En tout cas, à mon enfance, je n'ai pas connu de Mardi Gras. Et ça fait 35 ans que j'enseigne. Ça fait près de 10 ans que vraiment le Mardi Gras a pris de l'ampleur. Si nous avons se déguisé, chacun selon sa région. Et puis bon, après, c'est fini. Mais maintenant, on prend le temps de faire les parades dans la ville pour se faire voir. On cherche des thèmes au Mardi Gras. Et il y a des cotisations qui sont levées? Oui, il y a des cotisations, mais les cotisations, comment ça se passe? Des fois, ce sont les maîtresses. Vous avez vu tout ce que vous avez vu là. Si elles doivent payer le tissu, faire confectionner, ça demande quelque chose. Donc, bon... C'est mieux que d'aller acheter les Batman et autres pour venir faire. On est ancré en Côte d'Ivoire, on est dans notre culture, vivons nos mœurs. Mais il faut être ouvert, c'est vrai, je suis d'accord totalement avec ça, mais il faut être ouvert au monde aussi, parce que le monde, il ne faut pas être fermé sur soi, on ne peut pas vivre en autarcie. C'est vrai qu'il faut vraiment privilégier nos cultures, mais il faut avoir un clin d'œil aussi sur ce qui se passe ailleurs dans le monde aussi. Nous, on le fait. On le fait, par exemple, l'année dernière, on avait fait l'Europe. Il y a des classes qui avaient choisi la France, l'Allemagne, la Chine, voilà, le Japon. L'année passée au pilote. Bon, cette année, c'est la Côte d'Ivoire. L'année prochaine, on prendra l'Afrique. Et cette année, pour la Côte d'Ivoire, on a pris le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Donc, vous allez voir des baoulés. Au sud, vous allez voir les Agukrou. À l'est, vous allez voir les Bron. À l'ouest, vous avez les Yakuba. Et puis au nord, on a le grand groupe Malinké qui est là. On a déjà fait le Sénégal et autres. Donc, au fur et à mesure, on change. Sinon, en fait, c'est vraiment un brassage culturel. Est-ce que c'est seulement les déguisements? Il y a des chants traditionnels qui accompagnent. Il y a des petits mots aussi, baoulé, bété. Oui. Est-ce qu'il y a des séances d'information? Parce qu'une chose est de déguiser les enfants et de leur expliquer ce que ça signifie. Par exemple, Nora, là, il faut qu'elle sache que ce qu'elle porte là, il y a des générations de parents qui ont porté ça avant elle. Ça vient d'où? Oui, c'est important. En fait, c'est important aussi. Ce qui est important, c'est que quand nous, on organise le Mardi Gras, on ne fait pas un Mardi Gras pour Actuellement, je vous invite tout à l'heure, après, vous venez au pilote à côté du CHU. Vous allez voir, les enfants vont apprendre. Ils savent chanter en abron, compter en abron, faire des plats en abron. Et puis, ils sont déguisés et ils parlent, ils font le dialogue. C'est intéressant. Et on cherche des personnes ressources
pour venir informer, enseigner, faire de l'histoire. Par exemple, ceux qui ont fait les malinqués, on a fait venir un grand joueur de balafon. Toute l'école a bénéficié et autres. Vous allez voir tout à l'heure aussi des ébriers, les petits en train de danser. Et ils apprennent le mot, ils apprennent la culture, ils ont un peu de tout. Parce qu'il ne faut pas faire, si on veut vraiment un brassage culturel, si on veut chercher à connaître l'autre, mais il faut aller au-delà du côté festival, défilé, mais chercher vraiment la vraie culture, comment ils étaient, comment ils sont. On leur a même montré, comme avant, les plus petits de leur âge, comment ils s'organisaient en famille, ils aident leurs petits frères, ils aident leurs mamans, et tout ça, bon, les parents aimaient, les enfants eux-mêmes. Et les enfants assimilent facilement? Très facilement. Vous savez, les enfants de 0 à 6 ans, ils peuvent apprendre facilement 5 à 6 langues. Donc voilà, c'est très facile. Wow. Les parents même sont heureux parce qu'il y a certains parents qui ne parlent pas leur langue maternelle. Donc quand ils parlent la langue maternelle des eux, ils viennent vers nous. Mais pourquoi vous ne ferez pas ça toute l'année? Alors vous êtes au cœur du stylisme. La Côte d'Ivoire est un vivier inépuisable de création. Donc oui, il y a de la matière. Hein. Oui, évidemment. Ou même vous avez venu de voir. Oui. On peut aller dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, on va trouver ce qu'il faut pour continuer notre métier de styliste. C'est quoi la différence entre habiller les enfants et les grands? Ah, je préfère les enfants. Pourquoi? Les grands, non, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Ça traumatise. Ça traumatise. Les enfants sont plus simples. Voilà, comme on a dit d'abord, laissez venir moi les petits enfants. Voilà, comme le dit le Christ. Monsieur appartient à ce qui leur ressemble. C'est sur cette belle phrase, hein, j'espère. Ouais. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. En tout cas, et vous avez des messages à lancer pour ce Mardi Gras là. N'oublions pas des enfants dans le monde qui souffrent. Dans des pays en guerre qui n'ont pas la chance donc de se déguiser. Ce matin également, il faut avoir une pensée pour ces enfants-là. Et que vraiment, dans ce moment de pénitence qui arrive, vraiment ces enfants-là puissent être visités par la joie. Parce qu'un enfant qui sourit, c'est le cœur du monde qui bat bien. Donc, qu'est-ce qu'il aura tout à l'heure au pilote? Tout à l'heure au pilote, on fait le rassemblement, on va faire le défilé. Et après le défilé, les enfants vont prester par ethnie. Voilà. Ah, ça va chauffer. La nouvelle du pays là-bas. Mais vous avez des collègues même qui sont allés donner des petits cours aux enfants. C'est qui est pas le Dida à la télé ici. Ah, c'est bien ça. Ah, d'accord, ça c'est bien. Ce que je demanderais, c'est qu'il y ait la paix dans le monde pour que les enfants puissent jouir de tous leurs droits. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux parents réticents? Bon, aux parents réticents, je pense que maintenant, avec le thème qu'on est en train de changer, ils vont plus comprendre que ce n'est pas tellement le côté chrétien, mais c'est le côté culturel que les écoles veulent développer, que les enfants vont apprendre. Donc, petit à petit, j'espère qu'ils vont... Cette année, bon, nous, on n'a pas eu tellement de problèmes. Tout le monde a intégré. D'habitude, on a des soucis. Ils n'amènent pas les enfants. Ils ne veulent pas payer la cotisation. Mais je pense que maintenant, côté culturel, ça passe plus. Vous connaissez le déguisement de Nessie, son premier déguisement Mardi Gras? Non. Je voulais montrer les images, mais si je montre ça, va me faire du mal. Non. Donc, Nessie, je peux montrer le premier déguisement de Nessie. Oh, ok. On me dit non, de ne pas faire ça. Vous n'allez pas la reconnaître. En tout cas, merci à vous. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Et surtout pour tout ce que vous faites pour les enfants. Vous encadrez nos enfants, vous les habillez, vous faites sourire nos enfants. Et vraiment, cela, c'est beaucoup de bénédictions pour vous. Amen. Merci, beaucoup de courage. Dans vous, par exemple, vous êtes passionné de culture, de tout ce qui est habillement des enfants. Et vraiment, on vous voit vous battre. Beaucoup bon courage à vous. Merci. Et vous également, c'est pas facile de prendre des enfants comme ça alors qu'ils n'ont aucune notion de vie et d'en faire des personnes magnifiques qui vont se mettre au service donc, de leur pays. C'est magnifique. Merci beaucoup. Bon, on vous invite tout à l'heure à partir de 7h30. Ah oui, moi j'ai gardé mon âme d'enfant. Hein. Oui, à partir de 7h30 devant l'INSAC, on fait la possession. Et je viens avec quel déguisement? Si vous voulez, on a des déguisements là-bas. Vous allez choisir. Il y en a à ma taille avec ma... Il n'y a pas de problème. D'accord. Et qu'est-ce que je dois faire? Mais je suis sérieux, je viendrai. Hein. Je viendrai. Et qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission quand je viens hein? Bon, vous allez défiler. Vous allez apprendre maintenant à compter avec
les enfants ensemble. On va parler un peu Annie. Bon, il y a Abron, il y a Malinké, Baoulé, et à Gyokuro. D'accord. Voilà. Et puis il y a Gouro aussi. Gouro aussi. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous, Marcela. Merci infiniment. À bientôt. Et très bonne fête. Très bonne fête. Très bon Mardi Gras. C'est la fête. C'est la bonne célébration à vous. C'est la fête. Demain, c'est la privation. Ouais, ça, c'est la privation. C'est la fête, à l'instar de ce qu'on a montré à l'entame de cette émission. C'est le carnaval de Rio. Nous, on a notre carnaval ici. À défaut d'aller à Rio, on reste à Abidjan et puis on gère le Mardi Gras avec les enfants. Maintenant, vraiment, on vous souhaite bon courage. On se retrouve tout à l'heure pour faire le show, faire la fête avec les enfants. Le matin bonheur, pendant ce temps, se poursuit. Dans quelques instants, nous allons recevoir notre invité droit, Maître Souleymane Diallo. Le thème, c'est la détention préventive, élément explicatif. Et on se retrouve juste après. Mais avant tout ça, la pub. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, autorité administrative indépendante, rattachée à la présidence de la République, en collaboration avec la direction des marchés publics, DMP, organise un séminaire de formation des responsables des cellules de passation des marchés publics des ministères les 15 et 16 février 2018 à l'hôtel président de Yamoussoukro autour du thème « Réflexion et disposition pour une exécution efficace des marchés publics en 2018 ». Public cible, responsable des cellules de passation des marchés publics des ministères et assistants. Infoline 22 40 00 46 22 40 00 40. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. La détention préventive est la privation de liberté excédant 24 heures décidée par un juge d'instruction à l'égard d'une personne présumée innocente, mais contre laquelle il existe des indices sérieux qu'elle aurait commis une infraction punie d'une peine d'emprisonnement de plus d'1 an. La détention préventive n'est donc pas une condamnation, mais il s'agit d'une ordonnance de détention provisoire. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, cette détention provisoire prend bien souvent une autre tournure. La détention courte durée devient très vite une longue durée. Une situation difficile à comprendre par les justiciables. C'est pas normal qu'on incarcère quelqu'un qu'on ne juge pas. Il y a un jeune homme qui a été incarcéré, il a fait 5 ans. Il a fallu que son frère vienne de l'Europe. Il prenne un avocat, qu'on juge son frère. Et son frère a eu raison parce que c'est quelqu'un qui voulait de ce jeune homme quelque chose et puis il a payé, il a verrouillé. Ceux qui doivent le juger n'ont pas jugé. Mais quand son frère est venu là, il a fait les démarches, ils l'ont jugé, il a eu raison. Ce que le bonhomme devrait avoir, il a eu.
J'ai une histoire d'un ami, d'un frère qui a été d'une manière injustement incarcéré. Et 2 ans après cela, il est sorti. Il n'a pas été jugé. C'était en fait, ils étaient ensemble dans une société et il y a eu un problème financier. Ils étaient 5, on les a mis là-bas. Après, ils ont vu qu'ils n'étaient pas coupables, mais ils ont passé 2 ans quand même avant de sortir. Après la crise post-électorale, j'ai un ami, voire même un petit frère, parce que nous étions très proches, qui avait eu son nom cité parmi ceux qui étaient recherchés à Abidjan, plus précisément dans la commune de Cocody. Et comme ça, un soir, il marchait avec des amis et la gendarmerie a mis la main sur lui. Il est parti d'abord à la DST, il a fait 3 jours. C'est le 4e jour qu'on a su qu'il était là-bas. Et après, il a été entendu par un juge. Et, comme on appelle là, il a été déféré après à la MACA. Il y a passé jusqu'à la date du 6 janvier 5 ans et 20 jours. Il n'a pas été jugé avant d'être libéré. Une des conséquences les plus dramatiques de ces dysfonctionnements est le maintien en détention préventive prolongée de milliers de personnes qui attendent pendant des mois, voire des années, d'être traduites devant un tribunal et d'être jugées. Selon une étude du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, dans la plupart des établissements pénitentiaires de Côte d'Ivoire, le taux de personnes maintenues en détention préventive est considérablement élevé. La moyenne tourne autour de 40 à 45%. Ambition affichée aujourd'hui, réduire le taux de 45% à 33%. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur, vous l'avez constaté, aujourd'hui on parle de la détention préventive et notre invité du jour, notre expert du jour est installé. Il s'agit de Maître Souleymane Diallo. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Bonjour madame, merci beaucoup. D'accord, on a suivi l'élément et dans l'élément, on a entendu parler de détention préventive et détention provisoire. Est-ce qu'il y a une différence? Bon, techniquement parlant, il n'y a pas de différence. La détention préventive, par définition, une détention provisoire, c'est un moyen que la loi offre aux juges d'instruction, aux magistrats instructeurs, dans le cadre de la mission que la loi lui a confiée en vue de la manifestation de la vérité, de la recherche de la vérité dans le cadre d'une infraction. Et donc c'est une mesure qui est prise par ce magistrat instructeur au sens du code pénal d'incarcération de la personne qui est visée par une telle mesure. Mais sur le plan, on va dire, international, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a donné une définition beaucoup plus large de la détention préventive. Il y a détention préventive chaque fois que une personne est privée de sa liberté d'aller et de venir ou est incarcérée avant jugement, avant tout procès. Et donc ça part même de l'enquête préliminaire au niveau de la garde à vue, au niveau du procureur de la République qui peut lui-même également décerner un mandat de dépôt en vue d'une détention préventive, et puis le juge d'instruction qui est vraiment au cœur de cette notion-là et qui est autour duquel le Code a organisé un certain nombre de mesures, de moyens, etc. etc. Oui, normalement, ça peut paraître bizarre que ce soit un avocat qui parle de la détention préventive, surtout que c'est le juge d'instruction, normalement, qui est au cœur du système. Vous êtes là, peut-être aussi que vous allez nous donner un autre regard du côté des personnes accusées. Tout ça, ça peut aider. Alors, le constat est implacable. La chute donc, du reportage nous l'a dit. En Côte d'Ivoire, donc, le taux de personnes maintenues en détention préventive est considérablement élevé. La moyenne nationale tourne autour de 40-45. À titre d'exemple, par exemple, à la MACA, on a 49%, à Mans, 45%, à Daloa, 46%. Pourquoi la détention préventive, il y a ce recours à la détention préventive? C'est systématique. C'est l'impression que le profanat. Pourquoi? C'est dû à quoi? D'accord. La détention préventive telle que pratiquée par les juges d'instruction qui aboutissent à ces taux à ces pourcentages-là, s'explique. Le juge d'instruction a
ce moyen légal qui lui permet de placer une personne en détention préventive dans le cadre d'une enquête. Imaginez un juge d'instruction, il reçoit, par mois en moyenne pas mal de dossiers. Chaque fois qu'une personne est déférée, que le procureur de la République estime que les faits pour lesquels il a été déféré ne sont pas suffisamment clairs, il peut décider de saisir un juge d'instruction. Donc imaginez un peu le nombre de personnes déférées par jour devant les parquets d'instance. Et donc cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a beaucoup de cas de déferment devant le procureur de la République qui conduit ces personnes-là devant le juge d'instruction. Il y a le fait également que les juges d'instruction ne sont pas en nombre, à mon avis, suffisant. À Abidjan, qui regorge le plus grand nombre d'activités en cette matière-là, il y a environ, on va dire, 15 juges d'instruction. Vous avez 3 juges d'instruction à Yopougon, 2 juges des enfants au tribunal d'Abidjan, 10 juges d'instruction au tribunal d'Abidjan, ça vous fait à peu près un total de 15 juges d'instruction. Et ces juges d'instruction reçoivent, bon, je n'ai pas les statistiques, je sais qu'en moyenne, par mois, ils doivent recevoir pas moins d'une vingtaine de dossiers par juge d'instruction. Voilà. Donc, c'est des dossiers dans lesquels il y a des actes à poser, il y a des investigations à mener. Et malheureusement, dans la pratique, on a recours systématiquement, ces derniers temps, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, au placement en détention préventive. Voilà. C'est dommage parce que la loi ne donne pas, la loi n'indique pas véritablement dans quel cas il faut placer une personne en détention préventive. Lorsque vous êtes présenté à un juge d'instruction, j'ai dit, quels que soient les faits qu'on vous reproche, ce magistrat-là peut décider, à sa discrétion, de vous placer sous mandat de dépôt. Mais généralement, quelles sont les raisons qui conduisent à la détention provisoire? Ce n'est pas textuel, mais généralement, on estime que... Voilà, non, l'expérience est tout autre. Mais je veux dire, vous êtes là régulièrement, vous défendez des cas, donc voilà. Forcément, vous avez... Généralement, on peut placer une personne qui n'offre pas de garantie de représentation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est poursuivi devant un juge d'instruction et qui ne donne pas, qui n'a pas une localisation précise et sûre, qui peut s'enfuir, par exemple. On peut placer également quelqu'un en détention pour sa propre sécurité. Une personne qui est poursuivie pour la protéger, par exemple, de la victime de l'infraction, des parents de la victime de l'infraction, pour sa propre sécurité, on peut placer cette personne en détention préventive. On peut également placer une personne en détention préventive lorsque on estime que la personne peut effacer les traces de l'infraction ou des faits qu'on lui reproche. Donc, c'est des mesures, enfin, ce sont des critères indicatifs, pardon. Ce n'est pas textuel, mais dans la pratique, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Le juge d'instruction peut, sans vous donner les raisons pour lesquelles il vous place en détention, décider de prendre une telle mesure. Parce que quand vous êtes présenté devant un juge d'instruction, la première fois, c'est important que je vous le dise, il vous inculpe. L'inculpation, c'est le fait pour le juge d'instruction de porter à votre connaissance les faits que le procureur ou, si c'est une plainte à constitution de partie civile, le plaignant vous reproche. Et les textes qui fondent la poursuite engagée contre vous. Ça, c'est le jour de la première comparution. Et c'est un procès verbal qui est établi, voilà, d'une rencontre, et au cours de laquelle il peut vous déclarer qu'il vous met sous mandat de dépôt. C'est normal ou c'est un abus de pouvoir? Je pense que c'est ce que le texte, c'est ce que le code prévoit. Mais en tant qu'avocat de la défense, naturellement, je trouve que c'est un peu anormal parce que le juge d'instruction, il est avant tout un juge, même s'il est enquêteur quelque part. Alors, ces décisions doivent être matérialisées. Alors, quand le juge décide de vous placer sous mandat de dépôt, il le proclame simplement. Il ne prend pas une ordonnance, il ne prend pas une décision. C'est acté par le procès verbal du greffier. Et puis, vous êtes placé en détention préventive. Il y a un imprimé
un mandat. Généralement, c'est le mandat de dépôt qui est la source de la détention préventive, la source principale en tout cas. Et le mandat de dépôt, c'est un imprimé avec un certain nombre de mentions, c'est-à-dire qui comporte l'identité de la personne poursuivie, les faits qui lui sont reprochés, les textes législatifs ou réglementaires qui sous-tendent la poursuite, et puis la signature du juge et son sceau. Le mandat est contresigné quand c'est devant un tribunal de première instance par le procureur de la République. Même en présence de l'avocat. Mais bien entendu, et c'est là que vous voyez la psychose des avocats que nous sommes. Parce que le juge, il a des moyens redoutables. Heureusement, le juge d'instruction, on n'a pas un juge d'instruction là pour se défendre par rapport à ce que vous dites. Bon, je n'accuse pas les juges d'instruction, c'est le système. On sent que c'est naturellement l'avocat. Alors, la Côte d'Ivoire a environ 16 000 détenus. 16 000 détenus en Côte d'Ivoire. Et il y a près de 5 000 qui le sont au titre de la détention préventive. Pratiquement le tiers. Est-ce que la détention préventive n'est pas la cause cardinale de notre surpopulation carcérale? À mon avis, je dirais oui. Parce que... je vous disais tantôt, il y a environ 15 juges d'instruction rien qu'à Abidjan. Le tribunal, dans le ressort je ne dirais pas de la cour d'appel d'Abidjan, mais de la ville d'Abidjan, vous avez à peu près 15 juges d'instruction. Si on estime que ces juges d'instruction en moyenne en termes de détenus, ne serait-ce que, excusez-moi, 100 personnes, quand vous faites la multiplication du nombre de juges d'instruction par le nombre de personnes détenues en moyenne par ces juges-là, eh bien, on a facilement les 1500 détenus. Et quand vous êtes détenu, je veux dire, c'est laissé à l'appréciation du juge d'instruction. Effectivement, il y a énormément de personnes qui sont en mandat de dépôt, tout ça, mais il y a un recours systématique, ça a été décrié même par le garde des Sceaux. Des choses sont faites afin que cela puisse se résoudre. La preuve, l'objectif, c'est de passer donc à 33%. Et je rappelle que ce nombre de détenus, là, les instances internationales au niveau des droits de l'homme nous le reprochent. On a trop de personnes en prison au titre de la détention préventive. Moi, la question que j'aimerais poser, puisque vous êtes avocat, quel est le rôle de l'avocat dans le processus qui conduit à la mise en détention d'un présumé coupable? D'accord. Nous, on n'a pas un rôle en tant que tel. Notre rôle en tant qu'avocat, c'est justement de s'assurer que les dispositions du Code de procédure pénale qui régissent la détention préventive soient respectées. Malheureusement, comme je le disais tantôt, je ne sais pas si c'est la faiblesse du code, mais nous avons peu de moyens devant les juges d'instruction. Nous sommes par moments même impuissants devant les juges d'instruction qui peuvent décider de leur propre chef, de placer une personne qui est présentée devant eux en détention préventive, malgré tous les arguments qu'on peut avancer. D'ailleurs, le jour où vous comparaissez devant un juge d'instruction pour la première fois, il ne vous dit pas les raisons pour lesquelles il vous place en détention préventive. Il décide, bon, le procureur a demandé que nous menons une instruction contre vous, monsieur, pour les faits suivants sur le fondement des textes tant. Alors, pour les besoins de l'enquête, je vais vous placer en détention préventive. Justement, vous, en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter à votre client la détention préventive? Mais absolument rien. Absolument rien. Quand vous êtes devant le juge, et je pense, c'est un juge d'instruction, on va dire, un peu plus compréhensif, vont vous permettre de développer des arguments dans le sens de faire apporter une telle mesure quand elle est prise. Ça peut changer quelque chose, les arguments? Par moment, par expérience, je dirais non. Je n'ai jamais vu, j'ai rarement vu des juges être sensibles aux arguments développés par un avocat au moment où il décide de placer. Non, le juge n'a pas à être sensible aux arguments d'un avocat, mais à être sensible à la loi. Mais je veux dire, la loi lui donne ce moyen-là. Que quand vous venez devant lui pour la première fois et que vous êtes poursuivi de vous placer, il peut décider de décerner un mandat de dépôt contre vous pour vous placer en détention préventive dans le cadre de sa mission. Mais comme je l'ai dit, nous, avocats, en ce moment-là, on ne peut que essayer de plaider, de sensibiliser le juge sur les garanties de représentation ou le fait que la personne mise en liberté, maintenue en liberté, ne peut en aucun cas entraver le processus de manifestation de la vérité. Mais à cela, il faut que je fasse une précision. La loi dit qu'en matière de détention préventive, la règle, c'est la liberté. C'est-à-dire que quand vous venez devant un juge d'instruction,
il ne va vous placer en détention préventive que dans des cas, que dans le cadre de l'exception. C'est vraiment un cas exceptionnel. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas, malheureusement. Maître Diallo, il y a eu un séminaire de réflexion en novembre dernier à Yamoussoukro, dans le cadre du cadrage sur la détention préventive, parce que je l'ai dit à l'entame, même le garde des Sceaux a reconnu qu'il y avait il y a eu une circulaire qui est passée pour le recours systématique au mandat de dépôt. Et à cette rencontre-là, on avait les représentants des avocats. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les démarches que vous menez au niveau associatif afin de réduire, parce qu'il y va aussi de l'image de la Côte d'Ivoire? Je suis d'accord avec vous, il y a un travail à faire. C'est évident que les avocats sont, on va dire, de façon fondamentale, les porte-voix des justiciables au niveau du service public de la justice. Le bâtonnier, je pense, le bâtonnier actuel et les bâtonniers passés ont toujours fait des actions de sensibilisation. Maître Abeyao, que nous saluons. Voilà, qui est un bâtonnier très efficace, je dirais. Et les bâtonniers successifs ont toujours fait des actions de sensibilisation vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis même souvent du législateur. Je crois savoir qu'il y a une réforme du Code de procédure pénale qui est en cours, qui va apporter un certain nombre d'amendements pour vraiment canaliser cette mesure-là. Parce que, vous savez, en France, ce que nous vivons présentement, c'était ce qu'eux, ils vivaient. Ils ont instauré ce qu'on appelle le juge de la détention et des libertés. C'est-à-dire que le juge d'instruction, quand vous êtes présenté devant lui, il ne peut pas de son propre chef seul décider de vous placer en détention préventive. S'il veut aller dans s'il veut prendre une telle mesure, ou si le procureur veut qu'on vous place en détention pour X ou Y raison, vous allez devant ce juge-là pour présenter vos arguments. Vous pensez qu'il y a une dictature de l'instruction? Honnêtement. Je ne dirais pas, ça. Je dirais plutôt que le juge d'instruction est un magistrat redoutable et qui a beaucoup de pouvoirs puissants en termes de détention et de liberté. Et en même temps, les personnes incarcérées sont présumées innocentes. Si après enquête, on se rend compte que ces personnes sont réellement innocentes, qu'est-ce qui se passe? Elles sont dédommagées? Vous, en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous faites? Dans la pratique, rien. Mais rien n'empêche à une personne qui a été injustement détenue de réclamer un dédommagement. Je dis injustement parce que si au terme de l'instruction ou du procès qui a conduit à du procès qui a suivi votre détention, vous êtes déclaré non coupable des faits qui vous étaient reprochés, vous pouvez assigner l'État de Côte d'Ivoire parce que le ministère, les juges, les procureurs dépendent, ce sont des préposés de l'État de Côte d'Ivoire. Rien ne vous empêche d'engager des poursuites contre l'État de Côte d'Ivoire pour le mauvais fonctionnement de ses services judiciaires. Est-ce que la présomption d'innocence est un mythe dans notre pays? C'est une question délicate qui mérite réflexion. Dans la pratique, en tout cas en matière de détention préventive, lorsqu'on vous place systématiquement, lorsqu'on vous place en détention avant de vous avoir entendu sur les faits qu'on vous reproche, je vous laisse le soin de répondre à la question que vous venez de poser. Voilà. Nous ne sommes pas juristes. Oui, je sais, mais c'est une question de bon sens. Je veux dire, la présomption d'innocence... Parce que même dans des reportages, on entend, quand on parle d'une affaire qui est en cours, on a l'impression que la personne est déjà accusée. Et ça, c'est vraiment un travail à faire, quoi. La présomption d'innocence, vous l'avez dit, hein, et j'ai ça sous les yeux, lorsqu'une personne est poursuivie, elle est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie à l'issue d'un procès juste et équitable. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a l'impression, et même dans des pays africains, on a l'impression que franchement, ce n'est pas évident. Hein. Il y a des personnes qui sont encore en détention provisoire pendant des années, des années. Ce n'est pas normal. C'est douloureux pour leur famille. Selon les instruments internationaux qui ont été ratifiés par la Côte d'Ivoire, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international sur les droits civils et politiques, toute personne qui est en détention préventive doit
dans un délai raisonnable, être présenté devant un tribunal pour être jugé. Quel est ce délai-là? Les textes disent délai raisonnable. 5 ans, 10 ans, 20 ans? Bon, j'ai dit 10 ans, c'est trop. Pour un délit, c'est extrême. Je vous dis, en matière de détention préventive, le Code de procédure pénale, notamment les dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale, a essayé d'organiser la question. En matière de délit, c'est-à-dire les infractions qui sont jugées par les tribunaux correctionnels, le délai maximum de la détention préventive à ce niveau-là est de 6 mois. En matière criminelle, les faits les plus graves, les infractions les plus graves, il est de 18 mois. Mais le même article dit que dans certaines infractions, concernant certaines infractions, ou sous certaines conditions, le juge d'instruction peut, tous les 4 mois, vous décerner un mandat de... Enfin, proroger son mandat de dépôt qui a été pris à votre encontre. Et là, la loi ne donne aucun terme. On peut vous détenir sur une longue durée pour une infraction, tout simplement parce que dans la pratique, c'est ce qui ressort de la pratique, le procureur de la République qui a décidé d'engager les poursuites contre vous vise un article du Code pénal, l'article 110. Lorsqu'il vise cet article, le juge d'instruction se donne le droit de proroger votre mandat de dépôt tous les 4 mois. C'est quand même extrêmement, je dirais, grave. Parce que selon, comme je l'ai dit, les instruments internationaux que la Côte d'Ivoire a ratifiés, on doit faire le mieux de la meilleure façon pour abréger la détention préventive. Parce qu'encore une fois, la détention préventive n'est pas une peine, ce n'est pas une sanction, c'est une mesure simplement, on va dire, conservatoire. Elle ne doit pas être longue, elle doit être faite de façon, on va dire, objective et impartiale. Vu que c'est une mesure, est-ce que le détenu a des droits? Oui, le détenu qui est gardé, enfin qui est en détention préventive a des droits. Il a le droit de se faire, par exemple, assister d'un avocat. Dans la pratique, l'exécution de la détention préventive veut qu'il ne soit pas incarcéré dans les mêmes, dans un même endroit que les personnes qui sont condamnées. C'est pour ça que vous verrez à Maka, il y a le bâtiment A qui est pour les personnes en préventive, le bâtiment B pour les condamnés, le bâtiment C pour les condamnés à des peines criminelles, etc., etc. Dans la pratique, tout le monde est mélangé en prison. Ce n'est pas un droit qui est fondamentalement respecté, c'est une question de moyens. Absolument, parlons de moyens. Je rappelle que la norme internationale est de 25 à 30% au niveau donc de... Et nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes à 40 à 45%. Voilà, le taux de personnes maintenues en détention préventive, c'est ça qu'on parle. En Côte d'Ivoire, de 40 à 45%, ça sont les chiffres officiels. Alors que, au niveau international, ça oscille entre 25 et 30%. Il y a du boulot. Est-ce que vous avez un cas concret que vous avez défendu et qui vous a montré quand même les limites de votre action et surtout la trop grande puissance, par exemple, de Oui, j'ai un cas. J'ai énormément de cas. J'ai dit tous les jours que Dieu fait, on est confronté à des cas. Mais il y a un des cas très symptomatique qui a retenu toute mon attention ces derniers temps. J'ai un client qui est même un parent qui était poursuivi par un juge, enfin qui a été... Lui-même, dans le cas précis, c'est symptomatique de ce que j'estime être redoutable. Ce parent-là a été, on va dire, poursuivi par une personne privée, une de ses connaissances, dans le cadre d'une plainte à constitution de partie civile. C'est-à-dire que ce n'est pas le procureur qui a pris l'initiative de la poursuite. Le plaignant a saisi le juge d'instruction de faits punissables contre ce client-là. Et je pense que le plaignant proclamait ou clamait partout qu'il allait faire incarcérer mon client. Et donc, j'ai même été voir, parce qu'il y a un délai de convocation. Quand vous êtes convoqué, on ne vous dit pas exactement ce qu'on vous reproche. On vous dit simplement, vous êtes prié de vous présenter devant le juge d'instruction pour affaire vous concernant. Donc, quand j'ai été prendre les renseignements concernant cette affaire, j'ai rencontré le juge d'instruction.
ce qui fait partie de mon rôle d'avocat. Et j'ai échangé avec lui sur la question. Il m'a simplement dit que lui, il attendait que mon client comparaisse à la convocation qu'il venait de lui adresser et que le reste, il apprécierait. Et donc, moi, j'ai rassuré plus ou moins mon client. Je l'ai amené à comparer devant le juge d'instruction. Et quand on est arrivé, il est venu de chez lui de la maison, vraiment en toute liberté. Hein. Il n'était pas détenu. Voilà, il a comparé devant le juge d'instruction qui lui a notifié les charges que son adversaire lui opposait. Et il a décidé de le placer sous mandat de dépôt. Vous imaginez, moi, qui est rassuré, enfin, c'est aussi ça mon rôle, le client de participer aux travaux du juge d'instruction. Le juge d'instruction décide de le placer immédiatement sous mandat de dépôt, en détention préventive. Wow. J'ai dit, pour le néophyte qu'il est, il ne comprend pas. Il s'est dit, mais attendez, mon avocat m'a dit de venir, je l'ai accompagné. Enfin, il ne va pas aller fouiller un code de procédure pénale ou un code pénal pour savoir c'est quoi une procédure pénale. Il se fie aux explications que je lui donne en la matière. Et là, le juge d'instruction décide de le placer. Malgré tous les développements oraux que j'ai eu à faire, il a décidé de maintenir la détention de mon client. Et vraiment, je peux vous dire que pour l'avocat que je suis, ou même simplement l'homme que j'étais, j'ai été véritablement meurtri. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Maître Souleymane Diallo. Je rappelle qu'avec vous, nous parlions donc d'un thème assez actuel au niveau donc, de tout ce qui concerne le droit, la détention préventive. Donc avec vous, on a eu assez d'informations. Merci d'être resté en notre compagnie. Vous le savez, le mardi, c'est droit. Demain, mercredi, c'est famille avec plusieurs connotations. On aura la Saint-Valentin, début donc du carême chrétien, tout ça. On vous attend avec beaucoup de plaisir. Passez une très très bonne journée et rendez-vous demain, toujours avec le même plaisir. Thank you.